Michael James Perry, exécuté vivant. Dernier repas et dernière parole. Dernière nouvelle. Michael James Perry, un jeune homme de 19 ans qui a bouleversé le Texas avec un triple homicide. Il a affronté son destin final, couloir de la mort. Qu'a-t-il fait pendant ces dernières 24 heures? Qu'a-t-il mangé? A-t-il dit avant l'injection létale? Un visiteur inattendu a tout changé. Ne détachez-vous pas de cette histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce récit. Sur le couloir de la mort, le dernier repas et les dernières paroles de Michael Perry. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, laissez-nous un like si vous aimez les. Histoire vraie sur le couloir de la. Et abonnez-vous pour plus de contenu, comme celui-ci. Commençons. Les origines de Michael James Perry. Michael James Perry n'est pas né avec le nom que nous associons à l'un des crimes les plus dévastateurs du Texas. Son histoire commence en 1982 dans un contexte d'abandon et de promesses non tenues. Ses parents biologiques, incapables de s'occuper de lui, l'ont donné en adoption alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Carlton et Sandra Perry, un couple de la classe moyenne de Houston, l'ont accueilli dans l'espoir de lui offrir un foyer plein de bases, amour et de stabilité. Mais dès ses premières années, Michael était un enfant différent, une énigme qui défiait les attentes. À l'âge de 5 ans, il montrait déjà des signes d'agitation. Il ne pouvait pas rester quiet en classe. Il désobéissait aux règles et ses sautes d'humeur étaient imprévisibles. Les enseignants remarquaient sa difficulté à se concentrer et ses parents, inquiets, ont cherché une aide professionnelle. Thérapie, évaluation psychologique, voire médicaments pour traiter le trouble déficitaire. Mais rien ne semblait apaiser la tempête intérieure de Michael. À l'âge de 10 ans, son comportement est devenu plus problématique. Petits vols, bagarres, à l'école, les thérapies et les médicaments ne parvenaient pas à le calmer. Le comportement troublant de Perry après coup. Il a ri lors de son arrestation, et même pendant certaines parties de son procès. Alors que Jason a été condamné à la prison à vie, Perry a été condamné à mort. Dans le couloir de la mort, Perry a passé 7 ans en isolement cellulaire à l'unité de Polunsky. Il recevait rarement des visiteurs. Il écrivait sur Dieu, a donné des interviews et a clamé son innocence à plusieurs reprises, notamment dans le documentaire de Werner Herzog sur les habits. Mais les tribunaux n'étaient pas d'accord. Ces appels ont échoué les uns après les autres. Le 1er juillet 2010, jour de l'exécution. À 5 heures du matin, Perry s'est réveillé dans une cellule de détention de l'unité de Huntsville. À l'adolescence, Michael s'est enfoncé dans une spirale de drogue et de fugue de la maison. À 17 ans, sa première arrestation pour vol de véhicule a marqué le début d'une série de démêlés avec la justice. À 19 ans, Michael était un jeune homme sans but, coupé de sa famille et de ses amis. Personne n'aurait pu imaginer que ce jeune homme au visage bébé était sur le point de commettre un crime qui allait changer des vies. À jamais. Le triple homicide qui a bouleversé le Texas. Octobre 2001. The Woodlands, une banlieue tranquille au nord de Houston, était le genre d'endroit où les portes restaient ouvertes et les voisins se saluaient avec un sourire. Mais dans la nuit du 24 octobre, cette paix a volé en éclats. Michael James Perry, 19 ans, et son ami Jason Borquet, du même âge, étaient au bord du gouffre. Sans argent, consommant des stupéfiants et cherchant une issue rapide, ils ont cru avoir trouvé une proie facile. Christine Lynn Statler, une mère de 52 ans, connue pour sa générosité. Christine n'était pas une inconnue pour Michael. Dans le passé, lorsqu'il errait, sans but précis, elle l'avait pris chez elle, maison. Elle lui a donné de la nourriture, un lit, et même des mots d'encouragement, le traitant comme un de ses propres enfants. Mais cette nuit-là, cette gentillesse n'a rien signifié pour Michael. Lui et Jason sont arrivés chez de Christine avec un plan, voler sa
Camaro rouge, une voiture qui brillait dans la bâtisse, dans l'allée comme un symbole de ce dont il pensait avoir besoin. Ce qui avait commencé comme un vol s'est transformé en une tragédie irréversible. Kristin, réalisant les intentions des jeunes, a refusé de leur remettre les clés. Dans un geste de froid, Michael a sorti une arme et lui a tiré. Les détails sont bouleversants. Christine, une femme qui avait autrefois aidé Michael, est tombée sans vie dans sa propre maison, trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Cette même nuit, Michael et Jason ont décidé d'éliminer toute trace qui pouvait les incriminer. Ils ont attiré Statham Lutz, le fils de 20 ans de Christine, et son ami Jeremy Richardson dans une zone boisée près de Cap The Woodlands. Sans un mot, sans motif apparent autre que la paranoïa, ils les ont exécutés de sang-froid. Adam, Jeremy, deux jeunes hommes avec toute leur vie devant eux, ont été abandonnés comme si leur vie ne valait rien. En moins de 24 heures, 3 vies innocentes ont été éteintes. Une mère, son fils, un ami loyal, tout cela pour une voiture et des cartes de crédit volées. Là, Woodlands était sous le choc. Les journaux, locaux et nationaux, ont fait état d'un triple homicide qui défiait la compréhension. À midi, la chaleur estivale s'est fait sentir. À 12h30, sa mère est arrivée pour une dernière visite. Perry pleura. C'était la première, signe d'émotion qu'il avait montré de toute la journée. Ils ont parlé à travers la vitre. Puis elle est partie, les larmes aux yeux. Il refusa de déjeuner, mais demanda un dernier repas copieux à 15h30. Omelette, enchilada et soda. Il mangea lentement, tranquillement. À 7h40, les gardes sont arrivés. Perry s'est dirigé vers la chambre sans résister. Les témoins, y compris la famille de la victime, ont regardé à travers la vitre. Attaché à la chaise, on lui a demandé s'exprimer une dernière fois. « Je veux que tout le monde sache ce qu'implique cette atrocité. Je leur pardonne », a-t-il déclaré, en sanglotant. « Maman, je t'aime. Je rentre à la maison. » Les médicaments létaux ont été administrés. Perry a halté, a eu un hoquet, puis est resté immobile. À 8h17, il a été déclaré mort. La fille de Sandra Stotler, Lisa, a déclaré « Après coup, j'avais besoin de voir s'il était le monstre que j'avais décrit. Apparemment, c'est le cas. 3 personnes sont mortes dans les bois en 2001. Anne, jeune homme de 19 ans, pouvait être si impitoyable que cela l'a conduit à ce point que là, la police n'a pas tardé à retrouver Michael et Jason. Quelques jours plus tard, ils ont été aperçus au volant de la Camaro rouge volée. Une erreur qui les a trahis. Les caméras les ont filmés en train d'utiliser les cartes de crédit de Kristin dans des magasins locaux, laissant une trace de timidité impossible à ignorer. Lorsque les agents ont arrêté Michael, sa réaction a été effrayante. Il n'a montré repentir ni peur, mais a plutôt souri. Certains témoins se souviennent d'un rire froid, comme si le poids de ses actes ne l'affectait pas. Le procès de Michael James Perry a été un événement qui captivait l'attention du Texas. À seulement 19 ans, son apparence juvénile contrastait avec la gravité des accusations. Meurtre passible de la peine capitale pour la mort de Kristin, Adam et Jeremy. Les preuves étaient accablantes, balistiques, témoignages, images de vidéosurveillance. Mais ce qui a marqué les familles des victimes, c'est le comportement de Michael dans la salle d'audience. Pendant le procès, il souriait. À un moment particulièrement cruel, alors que des photos de la scène du crime, il a éclaté d'un rire qui a résonné dans le silence, laissant les personnes présentes stupéfaites. Les procureurs ont dépeint Michael comme un jeune homme sans empathie, quelqu'un qui avait perdu tout lien avec l'humanité. Ils ont demandé la peine capitale, arguant qu'il n'y avait aucun espoir de réhabilitation. Le jury, après avoir délibéré, a donné son accord. Michael a été condamné à la peine capitale, par injection létale. Jason Barkay, considéré comme moins coupable, a été condamné à la prison à vie après une demande de clémence de son père. Lorsque le verdict a été lu, Michael n'a pas réagi. Il a regardé le sol en silence, sans s'excuser ni montrer repentir. Pour les familles des victimes, ce silence a été une blessure supplémentaire. Pour Michael,
C'était le début d'une nouvelle étape dans l'un des endroits les plus désolants. Michael James Perry, aujourd'hui âgé de 20 ans, a franchi les portes de l'unité Polunsky à Livingston, au Texas, qui accueille les hommes condamnés à et morts dans cet état. Son univers s'est réduit à une cellule en béton de 1,8 sur 3 mètres, un espace à peine plus grand qu'un placard, sans fenêtre, sans lumière naturelle, seulement la lueur constante de lampes fluorescentes qui ne s'éteignaient jamais. Un lit étroit, un lavabo en acier, des toilettes métalliques et une petite fente dans la porte par laquelle on y passait ses repas. Le couloir de la mort n'est pas seulement un lieu physique, mais un état d'esprit. Les 23 heures d'isolement quotidien usent l'esprit. Michael avait 1 heure pour se divertir, seul dans une cour clôturée, sous un ciel ouvert, mais entouré des barbelés. Il n'y avait aucun contact physique avec les visiteurs. Les conversations avec les membres de la famille ou les avocats se faisaient à travers une vitre. Les jours fondaient en semaines, les semaines en années. Michael a passé sa jeunesse dans le couloir de la mort à 21, 22, 25, 28 ans. Il écrivait parfois des lettres à des inconnus qui lui envoyaient des messages de soutien ou le critiquaient. Certaines provenaient de partisans qui croyaient en son innocence, d'autres de personnes qui le considéraient comme un monstre. Il répondait avec calme, parfois avec des réflexions sur la vie, la foi ou le destin. Dans une lettre, il écrivait « Ici, le temps n'existe pas. Existe pas, il n'y a que toi et tes pensées. » En 2009, Michael est apparu dans le documentaire Into the Bay, réalisé par Werner Herzog. Devant la caméra, il a insisté sur son innocence avec un calme déconcertante. Il a parlé de Dieu, de rédemption, d'un système qui, selon lui, avait échoué. Mais pour les familles de Christine, Adam et Jérémy, ces mots étaient vides de sens. Leur douleur était toujours aussi vive que le jour où leurs proches leur ont été enlevés. Leurs avocats ont fait appel du jugement à plusieurs reprises, invoquant tour à tour des traumatismes infantiles, des troubles mentaux potentiels et des erreurs de procédure. Chaque appel était une lueur d'espoir, mais ils ont tous été rejetés, tous ont été rejetés. Le système judiciaire du Texas, connu pour sa sévérité, ne cédait pas. Pendant ce temps, dans le couloir de la mort, Michael semblait changer. Il parlait davantage de religion, écrivait sur sa foi, citant des versets bibliques. Certains pensaient qu'il avait trouvé la paix, d'autres qu'il s'agissait d'une façade pour gagner la sympathie. Le couloir de la mort est un endroit où l'attente est aussi cruelle que la punition. Michael vivait avec la certitude que n'importe quel jour pouvait être le dernier, mais au printemps 2010, cette certitude est devenue réalité. Le 1er juillet 2010, après 7 ans d'isolement, Helsing horloge a marqué ses dernières 24 heures. Les dernières 24 heures de Michael Perry, le 1er juillet 2010. À 5 heures du matin, Michael James Perry s'est réveillé dans une cellule de l'unité Walls à Huntsville, dans l'État de Texas, près de la chambre d'exécution. Le bourdonnement des lumières et le murmure des gardes étaient les seuls bruits. Michael savait que ce serait son dernier jour. À 6 heures du matin, on lui a proposé un petit déjeuner standard, des œufs, des toasts, du lait. Il mangea peu, plus par habitude que par faim. À 6h30, un aumônier lui a rendu visite pour prier. La conversation fut brève, chargée d'un silence pesant. Michael acquiesça, mais ne pleura pas. À 8 du matin, il prit une douche et enfila une chemise blanche et un pantalon propre. Il demanda du papier pour écrire des lettres, y coucha ses dernières pensées. À 10h30, il s'est entretenu avec un conseiller, la voix calme mais tendue. À midi, il a refusé son déjeuner, disant qu'il n'avait pas d'appétit. À 12h30, sa mère adoptive, Sandra Perry, est arrivée à l'improviste. À travers la vitre, ils se sont dit au revoir dans un élan de larmes. Michael n'a pas défendu son innocence, il s'est contenté d'écouter et de pleurer. Lorsque Sandra est sortie, il est resté immobile, les yeux rivés, le sol. Image d'une mère. En pleurs, reconstitution de la rencontre, musique émouvante. À 15h30, on lui a apporté son dernier repas.
3. Petites tortillas au bacon, œufs et fromage. 3. Au poulet et aux enchiladas. Et 3. Boissons gazeuses Pepsi Coca-Cola. Dr Pepper mangea lentement, comme s'il savourait chaque bouchée. Il n'a pas tout fini, mais le rituel lui a donné un dernier moment de contrôle. À 6h30, les gardes l'heure escorté le long d'un court couloir vers la chambre d'exécution. Son dernier appel avait été rejeté 90 minutes plus tôt. Le temps était écoulé. Il est temps de interagir. Nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que Michael Perry était vraiment repentant dans ces derniers? Ou était-ce une façade pour gagner la sympathie? Il était repentant. C'était une façade. Appuyez sur l'option à l'écran ou laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Votre voix compte. Préparez-vous maintenant pour le dénouement de cette histoire. L'exécution et les derniers mots. À 10 à 7h45, le 1er juillet 2010, Michael James Perry a été transféré à la chambre d'exécution de l'unité Walls de Huntsville. La salle, d'un verre pâle et stérile, était un lieu conçu pour remplir sa fonction absolue. Michael, pieds nus, vêtu de blanc, il est entré sans résistance. Son dernier appel avait été rejeté par la Cour suprême des États-Unis à peine 90 minutes auparavant. Il n'y avait plus d'espoir, le temps était écoulé. On le guida vers un brancard, matelassé au milieu de la salle. Avec douceur, les gardes l'ont attaché avec des sangles au niveau de la poitrine, de la taille, des bras et des jambes. Le silence était pesant, seulement rompu que par le léger bruit des machines et le frottement des uniformes. Derrière une vitre, deux groupes, séparés, observaient dans un silence tendu. D'un côté, la mère de Michael, Sandra, une tante et un ami proche. De l'autre, les proches de Christine Lynn Stutler, dont sa fille Lisa Ballon, qui tenait une photo de sa mère, rappel silencieux de la tragédie qui les unissait. 4 perfusions intraveineuses dans les bras de Michael, 2 de chaque côté. Une procédure clinique exécutée avec une précision chirurgicale. Michael regardait le plafond, le visage pâle mais serein, comme s'il était à la recherche de quelque chose au-delà des murs de béton. À 18h, le directeur de la prison, d'une voix ferme, lui a demandé s'il avait un dernier. Michael, les yeux remplis de larmes, a pris une profonde inspiration et parla. Je veux que tout le monde sache ce que implique cette tragédie, que le ciel vous reprenne. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour tout cela. Maman, je t'aime. Je rentre à la maison, papa. Je rentre à la maison. Ces paroles, tremblantes mais sincères, rompirent le silence de la salle. 2. Derrière la vitre, la mère de Sandra sanglota en pressant un mouchoir contre son visage. Une tante baissa la tête, incapable de regarder. Une larme roula sur la joue droite de Michael, brillant sous la lumière froide de la salle. Puis, la procédure commença. Le premier sédatif coula dans les veines de Michael. Ses yeux clignaient, luttant contre le poids du sommeil. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, chaque souffle plus faible que le précédent. Soudain, un hoquet. 1, 2, 3, 4 fois. Un gémissement aigu s'échappa de sa gorge. Et puis plus rien. Son corps est resté immobile, son visage grisâtre avec une expression presque paisible. Cette seule larme restait là, dernier vestige d'humanité. À 10 à 8 heures, 10 à 8 minutes, 10 à 7 secondes, un médecin est sorti de derrière un rideau bleu, vérifia les perfusions intraveineuses, souleva les paupières de Michael, appuya un stéthoscope sur sa poitrine et a légèrement hoché la tête. Michael James Perry était décédé. C'était la deuxième exécution au Texas cette année-là, une de plus dans longue liste. Mais pour ceux qui étaient dans cette salle, ce moment était bien plus qu'un simple chiffre. Elisa Ballon, la fille de Christine, s'est adressée à la presse. Après l'exécution, en entrant, j'ai pensé que ce serait plus difficile, mais j'ai ressenti un soulagement. Quand elle a dit qu'elle nous pardonnait, j'ai su que justice avait été justice. J'avais besoin de voir s'il était le
monstre que j'avais imaginé. Apparemment, il l'est. Si cette histoire vous a ému, laissez-nous un like, partagez la vidéo avec tes amis et abonne-toi pour plus d'histoires approfondies sur des crimes réels et le couloir de la mort. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que justice a été rendue. Que pensez-vous de Michael Perry? Activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.